Vous écoutez France Culture. Les vendredis de la philosophie, notre sujet d'aujourd'hui, l'inspiration. L'inspiration est une notion à la fois glorifiée et discréditée. Plutôt réservée aux poètes ou aux mystiques, elle semble suspecte aux yeux des philosophes qui se méfient d'une source aussi mystérieuse. Le travail de la raison doit suffire à démêler la vérité, sans besoin d'une muse. Pourtant, nombre de penseurs ont connu des inspirations intenses qui ont déterminé le cours de leurs idées. Ce souffle qui les a traversés rappelle la pensée à sa corporalité, à son énergie et à ses rythmes. L'inspiration n'est pas nécessairement liée à une transcendance, elle insuffle une allure au raisonnement dont la maîtrise échappe à tout auteur. Elle désigne l'illumination subite, mais aussi la promenade infinie, la gambade joyeuse et productive. L'inspiration ne se décide pas, cependant, elle se tient au cœur de l'exercice philosophique. Alors, pour aborder cette question complexe de l'inspiration, j'ai invité Nathalie Barberger, maître de conférence à l'Université de Lille 3, et Marianne Massin, maître de conférence à l'Université de Rennes 2. Marianne Massin, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle « La pensée vive », chez Armand Collin, un essai sur l'inspiration philosophique. Alors effectivement, c'est une notion qui semble ambivalente, un petit peu rejetée ou refoulée, parce qu'on lui préfère le travail de la raison. Et on se méfie, je disais, de cette inspiration aux sources un peu obscures. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce refoulement de cette belle notion de l'inspiration ? Oui, c'est tout l'objet de mon travail, justement, de revenir dessus. La notion est ambivalente, elle ne l'a pas toujours été, du moins elle s'est donnée dans une certaine ambivalence dans ses sources premières, et elle n'a pas toujours été rejetée non plus de l'histoire de la philosophie. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est de m'interroger à la fois sur ce rejet historique et les raisons de ce rejet historique, et puis d'essayer de voir comment, à partir de cette analyse, on pouvait peut-être réhabiliter ce qu'il y avait à maintenir vif, pour reprendre l'idée d'une pensée vive, dans l'inspiration. Alors l'ambivalence, elle est d'abord dans les sources antiques, puisqu'on a une double tradition qui mêle à la fois, et l'ambivalence elle est sur plusieurs plans, une double tradition qui mêle à la fois le poétique, le mystique et le philosophique. Ça, ce serait déjà une première ambivalence à nos yeux, à nous de modernes en tout cas. Et puis elle est ambivalente aussi dans le fait où on a une double racine, si on peut dire, de cette tradition, du moins pour nous autres philosophes. Première racine qui serait la racine platonicienne, avec les textes évidemment fondamentaux d'Ion pour l'aimantation poétique, du Phèdre pour la mania, et cette mania qui est capable de nous transporter et de nous élever sous la forme de la mania amoureuse, et qui donc rend le philosophe amoureux de la sagesse, et la reprise, enfin le soutien de cette thèse dans le banquet. Donc ici on a un socle assez fort, mais qui pense l'inspiration comme une mania, donc comme une folie, comme cette espèce de dépossession de soi, avec le balancement platonicien entre ce qui est ekphrone, le fait d'être arraché à soi-même, et puis enthousiastos. Et dans ce balancement, Platon choisit, en tout cas dans le Phèdre, le mot d'épipnoia pour rassembler cette oscillation de la dépossession et de l'enthousiasme, de l'arrachement à quelque chose et de la visite, si on peut dire, des idées, ou en tout cas de l'inspiration au sens positif cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, on a rejeté l'inspiration dans le poétique ou dans le littéraire, lui préférant donc le travail du logos lui-même, hein. Alors, je pense qu'il faut peut-être encore un tout petit peu insister sur l'ambivalence, qui est aussi qu'il y a la source aristotélicienne, du moins pseudo-aristotélicienne, puisque le texte n'est pas d'Aristote, qui ancrerait l'inspiration, cette fois-ci, du côté du corporel et du physiologique. Donc, je pense qu'à partir de là, il y a eu un syncrétisme étrange de cette double source, et la Renaissance s'en est emparée, et à partir du XVIe, on peut dire que les choses commencent à basculer dans une espèce de volonté par les philosophes et par le travail de la raison, de se débarrasser de ce qui, d'une part, pouvait insister sur la dépossession d'un sujet maître de lui-même, ou d'autre part, ancrer l'inspiration dans une tératologie du médical, dans un symptôme maladif en quelque sorte. Il y a une espèce de contamination des deux sources dans le rejet.
C'est-à-dire que pour le philosophe, il va s'agir de s'appuyer sur une raison saine, naturelle, humaine, et de rejeter ce qui serait une usurpation d'autorité au nom du divin. Donc c'est aussi un travail contre le religieux et qui va s'accroître du XVIe au XVIIe avec le problème de toutes les possibles fanatismes religieux, et qui va petit à petit conduire la philosophie à ostraciser. C'est ce qui, moi, m'a tout à fait intéressé de voir cette espèce de ligne d'externalisation de l'inspiration, comme si la philosophie ne pouvait se constituer qu'en se pensant contre, justement, ce qui la menaçait. Qui la menacerait ou par la dépossession et l'élection par le divin, ou par un symptôme erratique du corps. Oui. Alors, je disais, un refoulement de l'inspiration dans le domaine littéraire. Mais en même temps, aujourd'hui, on dirait peu tout d'un coup qu'un écrivain est saisi d'une inspiration. Je me demande s'il n'y a pas quand même aussi un refoulement dans la littérature de l'inspiration qui est associée à une sorte de petite mythologie du génie littéraire, associée au romantisme du 19e siècle. Alors, Nathalie Barberger, vous travaillez pas directement sur l'inspiration, mais sur Penser pour rien, une pensée donc, qui relève de la monomanie chez un certain nombre d'écrivains. C'est votre livre qui paraît au Septentrion, Penser pour rien. Mais il me semble que ce qui se joue dans l'analyse que vous faites de ces écritures, c'est une pensée intransitive, c'est-à-dire qui est définie plus par son processus que par ses objets ou par ses productions. Et on est loin, d'une certaine manière, de l'inspiration romantique ou poétique, mais il y a quand même justement un processus de la pensée qui... donc, oui, allez-y, excusez-moi, je ne peux pas parler non, pas du tout. Certes, il y a un processus de la pensée, mais qui est au plus loin de l'inspiration. Oui. Et dans votre introduction, François Nudelman, vous avez parlé de gambade joyeuse et productive, ce qui est très joli, à propos de l'inspiration philosophique. Mais moi, je commande des textes qui sont au plus loin de la gambade. Il y a sans doute de la joie et une autre forme de productivité, mais qui est renvoyée par un certain discours normatif et notamment par le discours nosographique, du côté, au contraire, d'où se penser pour rien, du côté d'une pensée improductive, qui pense, mais sans aboutir à des objets de pensée, sans mener à une conclusion. Donc, au plus loin de la gambade joyeuse, c'est plutôt une sorte, pour reprendre cette même métaphore, un arpentage sans fin, avec des piétinements, des obstacles, des arrêts, et puis surtout de nombreux repentis, retours en arrière. C'est pour ça que j'ai élu comme... une des figures emblématiques de ce Penser pour rien, la figure de Watt de Beckett, qui est justement celui qui pense... qui marche et qui pense à reculons. Oui, voilà. Oui. Et alors, en même temps, ce n'est pas un défaut d'inspiration. Ah non, ce que j'essaye de montrer, que c'est justement, c'est pas du côté de la privation de pensée, du manque de pensée, en me fondant sur justement les textes. Si je peux citer cette très belle formule de Gilles Deleuze que vous citez dans votre livre sur l'inspiration, j'ai tenté moi aussi de réveiller un concept endormi, mais c'est pas le même. Je voudrais vous lire la phrase de Deleuze. L'histoire de la philosophie est tout à fait inintéressante, certes, si elle ne se propose pas de réveiller un concept endormi, de le rejouer sur une nouvelle scène, fût-ce au prix de le tourner contre lui-même. Alors vous avez réveillé un concept endormi. Moi, je suis pas sûre de pouvoir hausser la monomanie à la dignité philosophique d'un concept. Mais ce qui m'a plu dans cette notion de monomanie, et plus précisément de monomanie résonante, qui est une vieille case nosographique disparue et qui a fait disparaître Freud avec la notion de compulsion. En tout cas, mais si j'ai tenté de réveiller cette notion-là, donc qui apparaît chez les aliénistes français du 19e, c'est que la monomanie, c'est l'idée fixe. Donc, ce sont des penseurs pour arrêter sur une idée qui, en plus, n'est pas forcément une idée qui mérite d'être pensée et qui présente en même temps cet étrange paradoxe qu'ils sont des figures de l'arrêt, on arrête de penser, on est dans une obsession, ce qui fait hantise, et en même temps, disent-ils tous, ce penseur-là ne cesse de penser, et ne peut jamais s'arrêter. En fait, c'est une étrange figure de l'arrêt et du mouvement. Oui, alors c'est ça que je trouve qui est passionnant dans votre texte, c'est qu'est-ce qui fait que ça échoue et ça n'arrête pas d'échouer. Voilà. Alors en même temps, on va peut-être pas
forcément tout de suite entrer dans une polémique, mais malgré tout, bon, Nathalie Berberger, vous venez de dire que Marianne Massin est en train d'essayer de réveiller, en citant Deleuze, d'ailleurs, c'est donc une sorte d'insuffler quelque chose, c'est bien le mot aussi, l'inspiration, de redonner du souffle à une vieille notion, et en même temps, vous marquez un peu une réticence à vouloir reprendre cette notion, comme si finalement il fallait la périmer définitivement parce qu'elle appartient à un régime de la littérature ou des belles lettres ou une sorte de mythologie qui est définitivement morte, celle effectivement de l'inspiration qui donnerait des ailes à l'écriture. Donc est-ce que c'est je pense que les muses sont définitivement mortes, oui. On oui. porter le deuil, certes, mais en même temps, ce qui rejoint nos deux questions, c'est cette idée qu'il y a bien sûr de l'inconnu dans la pensée. Voilà. Bon. Alors évidemment, moi je ne suis pas du tout du côté de la dépossession version transcendance et voix céleste. Et moi non plus. Non, parce qu'effectivement, vous sécularisez la notion d'inspiration que vous ne voyez pas, enfin qui devient athéologique, c'est ce que vous montrez. Mais en même temps, moi, c'est là où on a le même objet théorique et pas exactement le même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, pour reprendre ce terme de dépossession que vous avez utilisé, c'est le fait d'être traversé par une altérité qui fait qu'il y a effectivement plus d'unité du sujet et plus de possibilité d'une pensée linéaire. Voilà, donc, et moi, cette inquiétante étrangeté-là, le familier non familier, c'est ça qui m'intéresse dans le travail de pensée. De fait, je crois que c'est assez intéressant, puisque c'est vrai que la question, même aussi la question de la gambade, c'est-à-dire que je pense que nos deux recherches sont traversées par cette interrogation sur le mobile-immobile, qu'est-ce qui met en mouvement et qu'est-ce qui éventuellement va pouvoir ou pas se décider dans cette mise en mouvement. Si vous voulez un terme qui puisse le rapprocher, il y a l'idée d'errance aussi. Voilà. Et aussi des tours et des détours. Enfin, moi, je pense que l'inspiration oblige à une méthode absolument non méthodique, enfin, à cette traque des idées, et que cette traque peut passer aussi par des détours et des retours de la même façon. Je pense aussi que ce qui peut-être nous rassemble, c'est l'interrogation sur une origine qui, au fond, reste opaque, cette façon de retravailler l'origine. Et la question de l'altérité aussi, je pense, je voulais rebondir dessus. Traversée par l'altérité, moi, ce qui m'a tout spécialement intéressé dans une déclinaison possible, dans la reprise possible de la déclinaison et dans la réhabilitation de l'inspiration, c'est l'idée de l'altération. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être qu'il faut faire son deuil, peut-être. Alors moi, des muses, je ferais peut-être pas tout à fait mon deuil en raison de la très belle étymologie que propose Platon, Mostaï, les muses, qui serait le fait de se lancer dans le désir d'une quête. Donc ce désir-là n'est pas perdu, je crois. Mais bon, peut-être la figure en effet mythologique des muses, on peut l'abandonner. Mais il me semble qu'on peut peut-être essayer de penser l'inspiration non pas comme le fait d'être inspiré par, ce qui souligne une passivité, une extériorité, une transcendance et une dépossession par une altérité toute puissante, mais au contraire qu'il faudrait insister davantage sur le fait de s'inspirer d'eux, et qu'à ce moment-là, on est dans l'idée de l'altération, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui nous réveille et qui nous renvoie. Oui, une altération qui n'est pas une aliénation, c'est ça. Voilà. Mais revenons justement sur cette idée de possession quand même, et de dépossession. Est-ce que, donc, dans l'idée de dépossession et d'une certaine folie aussi du philosophe inspiré, il n'y a pas l'idée d'être possédé par quelque chose d'autre? Et Nathalie Berberger, est-ce que les écrivains que vous étudiez ne sont pas, d'une certaine manière, des possédés? La monomanie, vous dites, c'est une théorie du penser par sa maladie, c'est-à-dire où raison et déraison sont liés. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une monomanie résonante. Donc il y a des fous raisonneurs, il y a des délires, des pratiques de délire partiels, mais on est quand même ici dans un registre médical d'une maladie qui résonne. Donc est-ce que c'est pas une forme de possession ici? Alors on va peut-être pas forcément y voir de l'inspiration au sens traditionnel du terme, mais ce qui n'est pas en jeu, c'est ça. Donc cette compulsion maniaque. Oui, et ce qui est en jeu, je reprends la formule que j'ai eue tout à l'heure, c'est celle il y a un inconnu dans la pensée, où il y a... alors, j'ai repris
le texte d'Esquirol. Et puis, parmi les élèves d'Esquirol, il y a un certain François Leray qui témoigne d'une générosité clinique et théorique tout à fait extraordinaire. Il faut rappeler, ce sont des textes du 19e siècle. Voilà, 1838, quelque chose comme ça pour François Leray. Et qui a cette phrase assez extraordinaire où il dit, quand il a commencé à travailler sur... il remplace, lui, le terme de monomanie par la catégorie étonnante d'arrangeurs. Voilà, il appelle ça des arrangeurs qui résonnent parfaitement bien. Et telle est donc sa générosité, c'est que dans son introduction, il dit « J'ai commencé ce travail et l'observation clinique avec une certitude hiérarchique, qui a des idées justes et des idées fausses. Et que au fur et à mesure de son travail, il lui est devenu de plus en plus difficile de séparer une idée fausse et une idée juste. Et donc, le surgissement généreux chez ces aliénistes, c'est qu'il y a de la folie dans la pensée normale, enfin qu'elles se travaillent l'une l'autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il travaille ces aliénistes à faire des taxonomies, des généalogies, à faire des cases et des sous-cases et des catégories. Et justement, leur objet d'étude, c'est ça. C'est une pensée qui ne cesse de tenter de mettre les choses à leur place, qui ne cesse de vouloir faire du rangement, arranger, et ce qui est sans doute aussi une façon de réparer le désordre du réel. Et en même temps, justement, ces gens-là n'arrivent plus à rentrer dans une case. Ils déplacent, ils rendent les médecins perplexes, et souvent, je crois que c'est Esquirol qui parle de malades particulièrement retors. Donc, c'est un peu l'ombre dégradée de l'aliéniste qui fait des catégories et qui range, ou l'ombre dégradée du penseur systématique, c'est ce que dit d'ailleurs Leray. C'est celui qui a une forme de pensée systématique, qui pense, qui raisonne, et il ne s'agit pas de divagation. Il ne s'agit pas Oui. Alors, est-ce que, justement, par rapport à cette médicalisation du fou raisonneur et ces taxonomies qui vont avec, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méfiance vis-à-vis de tous ceux qui semblent possédés par autre chose, ceux qui semblent inspirés au mauvais sens du terme? Et on sait bien qu'effectivement, il y a un discrédit, notamment au XIXe siècle, par rapport à cette inspiration, discrédit qui se manifeste aussi dans la féminisation de ces catégories. C'est-à-dire, par exemple, l'hystérie. Je suis frappé aussi, en vous lisant Marianne Massin, de voir que, même si ce n'est pas l'objet de votre livre, mais enfin, on sent quand même que c'est une affaire aussi de genre, que l'inspiration peut être mise du côté du féminin, du côté du corps traversé, du corps possédé. Alors, du féminin aussi, parce que, alors, là aussi, je ne sais pas si vous le dites, mais enfin, l'inspiration, ça renvoie au souffle. Et donc, évidemment, depuis l'Antiquité, on sait très bien que le souffle est du côté du féminin. Je pense au texte notamment de Nicole Laureau, montrant que quand une femme toujours par étranglement par rapport à l'homme qu'on transperce. Donc là, on voit bien que cette inspiration, elle est, de manière idéologique ou mythologique, associée au féminin. D'ailleurs, dans l'Antiquité, c'est la Pythie, puis ensuite ce sont les sorcières. Donc, est-ce que c'est aussi une des raisons de son discrédit ou de son refoulement, Marianne Massin? Il me semble, en tout cas, dans l'histoire de la philosophie, il y a quelque chose qui se joue tout à fait nettement dans cette bascule. C'est pour ça que la double tradition platonicienne et pseudo-aristotélicienne est importante, parce qu'il y a aussi cette façon de se défier d'une inspiration qui serait du côté d'un corps, et d'un corps, en effet, traversé par des humeurs. Et à ce moment-là, on voit tout à fait que la figure de la Pythie fait retour, sous des formes plus ou moins crues d'ailleurs, et pas toujours très très élégantes, dans les moqueries du XVIIIe en particulier, et que l'aspiration est en effet rejetée complètement du côté d'un corps féminin traversé avec des allusions, y compris sexuelles, assez évidentes. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, la maîtrise d'une pensée dans son abstraction et dans sa pureté est fortement compromise par cet ancrage dans le féminin. Mais je pense qu'il y a aussi une autre ligne de partage qui est importante et qui là aussi doit être interrogée. C'est le fait que, en même temps que la philosophie essaye de conquérir, disons,
assez tôt, hein, mais ça s'articulerait avec force, en tout cas à partir du 16e au 18e, son autonomie, sa maîtrise, sa compétence sur un champ de connaissances arpentées. On va se défier aussi d'un certain nombre de qualités et de facultés qui peuvent être rejetées dans une déshérence. Là, je reprends les mots de Michel Le Deuf. Et cette déshérence les fait glisser du côté du féminin. Ainsi en va-t-il de la catégorie en particulier de l'intuition, qui est fondamentale pour la question de l'inspiration. Ah oui, mais alors justement, est-ce que là, il n'y a pas une ambiguïté? C'est-à-dire, est-ce que justement, du côté de la philosophie, on n'est pas dans l'intuition plus que dans l'inspiration? Ah, est-ce que c'est-à-dire ce qu'on appelle en ce moment l'inspiration, est-ce que tout simplement ce ne sont pas des intuitions philosophiques? Alors, il faudrait c'est pas un enjeu là quand même théorique fort dans cette distinction entre les deux notions? Oui, certainement, et ça, il faudrait l'analyser d'assez près, et ça ne se jouerait sûrement pas de la même façon selon toutes les époques. Bien sûr, ni selon tous les philosophes. Alors, si vous voulez, on a quand même peut-être parlé assez peut-être du discrédit, et si on devait maintenant de valoriser la notion et de voir qu'il y a eu justement des extases philosophiques célèbres, des moments d'inspiration. Alors là aussi, peut-être faudrait-il distinguer, je ne sais pas, mais révélation, extase, inspiration. Enfin, en tout cas, vous les rassemblez sous le terme d'inspiration à travers un certain nombre donc de grandes figures philosophiques sur ce jaillissement de la pensée. On voit bien que voilà, l'inspiration a joué un rôle déterminant. On peut prendre quelques exemples, peut-être celui de Socrate. Oui, celui de Socrate d'abord qui est proposé à plusieurs reprises, mais sous sa double figure, je dirais, et ça aussi ça m'importe, comme un philosophe inspiré. Alors ce sont les extases, sur le terme d'extase d'ailleurs on peut en discuter, mais ces arrêts où il est à la poursuite d'une idée, à la traque d'une idée, apotidée 24 heures durant, à la grande stupeur de tous ceux qui l'entourent. C'est aussi un Socrate visité par une voix démonique, bien sûr, cette voix qui vient l'arrêter dans ce qu'il est en train d'entreprendre, mais c'est encore, et ça m'importe peut-être tout autant, un Socrate inspirant, un Socrate qui fait battre le cœur de ceux qui l'écoutent, qui met en transe, qui est comparé à un Marsyas, qui est capable d'envoûter ses auditeurs, et Alcibiade en particulier, et qui du coup va plonger dans des dépossessions aussi, ceux qui l'écoutent, puisqu'il est aussi comparé à ce temps qui va... plonger dans la narcose de la porie, ceux qui l'écoutent. Alors, Nathalie Berberger, dans votre livre, on fait référence à Socrate, mais à travers un commentaire de Heidegger dans un célèbre texte qu'appelle-t-on Pensée. Et je voudrais citer ce passage de Heidegger parce qu'il est l'enjeu pour vous aussi, je crois, d'un combat intellectuel. Voilà ce que dit Heidegger à propos de Socrate pour valoriser justement cette source, cette inspiration. Et écoutez bien donc ce vent. Socrate, sa vie durant et jusque dans sa mort, n'a rien fait d'autre que de se tenir dans le mouvement de ce vent. C'est pourquoi il est le plus pur penseur d'Occident. C'est pourquoi aussi il n'a rien écrit. Car qui commence à écrire ou sortir de la pensée doit infailliblement ressembler à ces hommes qui se réfugient à l'abri du vent lorsqu'il souffle trop fort. Et plus tard, la pensée entra en littérature. Alors, si vous citez ce passage, Nathalie Berberger, ce n'est sans doute pas pour le suivre et le valoriser, mais au contraire pour pointer peut-être ici un grand risque ou un déni. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, c'est sur cette citation et ce fameux Socrate, celui qui n'écrit pas, que s'ouvre mon livre. Oui, me gêne ce passé simple inaugural de l'événement fondateur, la pensée la pensée entra en littérature. Ce que je commente un peu ironiquement en disant sur le mode du péché qui décida de tout. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une sortie hors de cette pensée pure représentée par ce logos venteux, tempétueux, spectaculaire. Et tout à coup, l'entrée dans la littérature et l'entrée malheureuse dans une prosaïque dont on ne se remet pas, c'est l'entrée donc dans du réconfort. Voilà, les signes écrits et la littérature, c'est l'exercice de ces réfugiés qui ont peur des trop grandes tempêtes et qui donc vont se fabriquer un abri certes forcément précaire, mais craignant donc cette violence, ils quittent cet âge d'or de la pensée pure et se mettent à écrire et voilà, et ça fabrique donc ce que la pensée est tombée dans les signes. Considère comme le bavardage des belles lettres, qui l'oppose bien sûr
à la poésie qui pour lui, du moins, la poésie qu'il appelle véritable, celle qui ne se dégrade pas en littérature et celle qui ne se disperse pas dans des signes, avec une très forte condamnation donc du bavardage chez Heidegger. Or, pour moi, justement, que la littérature bavarde ne me paraît nullement devoir être une condamnation. Oui. Au contraire, c'est ce qui vous intéresse, le bavardage en littérature, le bon bavardage par rapport au mauvais bavardage de Heidegger, c'est ça? Oh non, je n'ai pas traité. Dans votre texte, quand même, il y a beaucoup d'impertinence à l'égard de cette référence, et c'est votre cible quand même. Non, c'est la première cible du livre, parce que effectivement, cet idéal poésie et cet idéal pensée qui serait tombé. Tomber dans la prose, dans la prosaïsation de la prose et dans cette perte de pensée. Voilà. Et puis c'est vrai que cette pensée de la poésie contrevient absolument à l'idée de la littérature que j'aime et que je veux défendre, qui pour moi n'a rien à voir avec la pensée de l'authentique séjour et autres contreparties et sol natal. Bon, on voit bien ici le style effectivement que vous parodiez. Et en même temps, il y a un paradoxe. Oui, je vous donne suite la parole, Massin, mais juste un paradoxe parce que justement, la poésie que valorise Heidegger, c'est une poésie à la fois de l'inspiration et de l'absence d'inspiration. Hölderlin, cette fameuse phrase « Pourquoi des poètes en temps de détresse ?» Donc justement, quand les dieux ont disparu, à quoi servent les poètes? Et donc les seuls poètes qui sont là encore, ce sont ceux qui chantent l'absence des muses qui étaient si présentes dans la poésie grecque. Non? Alors c'est un peu paradoxal. Marianne Massin. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous proposiez et sur ce rejet peut-être de la parole heideggerienne dont vous vous servez en quelque sorte pour travailler, lui opposer une autre dimension du littéraire contre ce travail d'une pensée venteuse ou d'une poésie qui seule porterait au fond la vérité. Et il me semble que moi, d'une autre manière, je lui opposerais aussi le travail d'écriture que nécessite l'inspiration philosophique. C'est-à-dire, au lieu peut-être de confier à Hölderlin la seule parole inspirée, je pense que l'inspiration philosophique nécessite et met en jeu un travail sur lequel on se rejoindrait d'une autre manière, quoique peut-être pas encore avec les mêmes réponses, mais en tout cas sur cette interrogation, qui est celle de l'essai en particulier, et de la quête dans l'écriture, de cette traque dans l'écriture, de ce qui nous a visité, mais qu'on n'est peut-être pas tout à fait ni sûr de saisir, ni sûr d'honorer tout à fait. Oui, mais alors ça c'est important, parce que ça veut dire que donc, on peut trouver de l'inspiration, selon vous, même si le ciel est déserté, si le ciel est vide. Et donc c'est peut-être dans le travail de l'écriture, plus que dans ce vent poétique, que l'inspiration pourrait être réactualisée, selon vous, Marianne Massin. Ça veut dire deux choses, je pense, c'est-à-dire que la deuxième, c'est celle que vous indiquez. La première, c'est que de toute façon, l'inspiration commande une écriture. L'inspiration philosophique commande une écriture. Donc on ne tombe pas du tout en littérature, au mauvais sens du terme, tel que vous l'avez mis en exergue, en quelque sorte, pour vous en défendre, et à tout à fait juste titre. Mais au contraire, ça commande une écriture philosophique qui sera une écriture différente et une écriture difficultueuse, peut-être aussi, une écriture de traque, d'essai, voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième, c'est qu'en effet, c'est peut-être aussi pas du tout en rapport. Il peut y avoir aussi et cette inspiration et ce travail d'écriture dans un ciel déserté, tout à fait. Donc, cette conversation me fait penser à un texte de Francis Ponge qui s'appelle L'Amonine, note après coup sur un ciel de Provence, et qui se trouve dans le recueil La rage de l'expression. Et je pense à ce texte à propos d'inspiration, alors que le ciel est vide et sans transcendance. On ne peut pas accuser Francis Ponge de pensée théologique. Et donc, tout part d'une circonstance et tout part d'un événement du corps, de l'intensif, comme pourrait dire Deleuze, puisque Ponge raconte, sur le mode d'une chronique, il se trouve au petit matin dans un autocar entre Aix et Marseille, vers 7 heures du matin. Enfin, je sais plus précis que ce que je ne vous dis, et il est fasciné par une qualité de ciel, et tout son texte va tourner autour de cette tentative d'exprimer cet azur plombé, c'est à la fois de la lumière et de la lumière cachée, et c'est une émotion intense,
qui lui fait dire c'est beau, et en même temps il ne se contente pas de ces beaux et de ce qu'il appelle le sanglot esthétique, puisque cela dit tel Augustin, ses yeux sont embués par les larmes, et il est à la recherche de ce que cette émotion, mais je ne sais pas si on peut appeler ça inspiration, essayer de faire rendre gorge qu'une vérité se dit à travers cette émotion. Alors même, bien sûr, que ce ciel-là, avec sa qualité de lumière intense, ce ciel, mais certes, mais est vidé de toute divinité. Oui. Alors, mais je ne sais pas si ça relève de l'inspiration. Si le ciel est vide, en tout cas, la terre est bien remplie. Et donc, Marianne Massin aussi, vous évoquez, tout à l'heure, vous y faisiez allusion, l'inspiration comme s'inspirer de. C'est-à-dire, c'est pas forcément être inspiré par, mais s'inspirer de. Et là, il y a quand même aussi tout un point important à propos de l'inspiration, c'est le fait que, évidemment, les philosophes sont inspirés par des références de leurs aînés ou des références donc théoriques. Et là, vous évoquez aussi, par exemple, Lucrèce invoquant Épicure ou Malebranche extasié en disant Descartes. Donc là, on a aussi donc une inspiration, je dirais, je ne sais pas comment l'appeler, intra-humaine, profane, qui ne participe pas de cette transcendance. Alors en même temps, évidemment, est-ce que là, on fait un glissement de sens sur être inspiré par et s'inspirer de, parce que là, on a une inspiration beaucoup plus prosaïque. Mais pour vous, ça tient quand même encore de ce qu'on peut appeler de manière uniforme l'inspiration. Oui, bien sûr, ça tient tout à fait. Je ne vois pas pourquoi on réserverait l'inspiration à la seule transcendance d'une extériorité assignée causalement. Oui. Donc on est tous inspirés par quelqu'un. Alors quand on lit, on s'inspire tous parce qu'il n'y a pas de paroles complètement inventées qui sortiraient du néant. Donc je pense qu'il faut... Enfin, tout emprunt n'est pas forcément inspiration. Et que c'est ça qui demande peut-être à être réfléchi, et ce sur quoi j'essaye de penser et peut-être de poser les choses de façon un peu précise. Et là, peut-être deux éléments peuvent nous aider. On a parlé du ciel, on a parlé de la transcendance. Il me semble qu'il ne faudrait pas sacrifier parce que dans ce travail-ci, j'ai particulièrement essayé de montrer comment l'inspiration pouvait avoir une validité athéologique, puisque toute l'histoire de la philosophie, sous ce prétexte-là, s'était débarrassée de l'inspiration. Donc il m'importait d'essayer de montrer comment le cœur de l'inspiration pouvait rester vif dans la pensée philosophique, quand bien même on n'était plus en référence avec une transcendance posée extérieurement. Pour autant, je veux conserver l'idée de transcender et la dynamique du verbe. Donc il me semble qu'il y a quelque chose là d'important dans ce surgissement de quelque chose qui exauce le penseur au-dessus de lui-même dans la quête de quelque chose. Et alors, pour répondre sur le deuxième volet, cette inspiration, elle peut être et active et intra-humaine, puisque ça peut être dans la pensée des autres. Si on se laisse altérer par la pensée des autres, par cette hospitalité consentie, ça peut être par la pensée des autres qu'au fond, quelque chose jaillit qui nous met en demeure d'y répondre. Bien sûr. Alors tout ça est bien sûr très, très, très beau, comme dirait Nathalie Berberger, avec son érotisme habituel. Et en même temps, je voudrais prendre un exemple de son livre qui montre que cette hospitalité, comme vous dites, cette transcendance peut être... ce mouvement de transcendance, d'accord, mais elle peut relever d'une fixation monomaniaque. Et il y a un passage que je trouvais tout à fait formidable dans votre livre, Nathalie Berberger, c'est sur Sartre et l'îlot de la famille et le rapport de Sartre à Flaubert. Parce que il y a une sorte de récurrence de Flaubert depuis la jeunesse de Sartre, et continuellement ça l'obsède toute sa vie. Et d'une certaine manière aussi, vous pointez au-delà de Sartre ce qu'on peut appeler la manie du commentaire, chez des écrivains, des philosophes. Mais en tout cas, là, il y a une question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que Flaubert inspire Sartre, Nathalie Berberger, à votre manière. Oui, moi, je n'utiliserai pas le terme d'inspiration. Flaubert sollicite la pensée de Sartre, ou peut-être même le force à penser, le contraint à penser, le contraint à sans cesse revenir sur ses textes, mais il ne s'agit pas de s'inspirer d'un auteur, même si effectivement on peut considérer qu'il y a une sorte de rivalité stylistique de Sartre avec Flaubert, qui au début des mots manie l'ironie avec beaucoup de... en flaubertisant sa prose, d'empathie et de perfidie, voilà. Non, ce qui m'a intéressé sur... comme on le sait, Sartre ne cesse de faire ses adieux à la littérature. Et c'est ce qu'il dit à la fin des mots. Et en même temps, ne cesse de se reprendre. Et alors, ce
pour seul de tout compte qui est sans cesse redit et repris, m'a intéressé la façon dont Sartre est hanté, je dirais plus qu'inspiré par Flaubert, puisque dans la préface de l'Idiot de la famille, enfin la première phrase s'ouvre de manière spectaculaire sur cette formule « On entre dans un mort comme dans un moulin ». Bon. Et dans cette introduction, Sartre répudie l'idée qu'il puisse avoir la moindre trace d'irréductible ou d'inconscient ou d'inconnu, et que donc, fidèle au programme de questions de méthode, il va tout mettre à plat, et il utilise la métaphore géologique, mais c'est pas justement des gisements de sens ou des couches voilà, où il faudrait descendre plus bas pour trouver d'autres choses, c'est au contraire mettre, je crois qu'il y a vraiment la métaphore de mettre chaque couche à sa place, quoi. Et j'ai opposé ça à ce que... C'est un passage des mots qui m'a toujours inspiré. Comme quoi. Où Sartre dit que 20 fois il a relu la fin de Madame Bovary, oui, et il ne comprend rien. Oui, alors oui, il ne oui. comprend pas l'attitude de Rodolphe, et surtout il ne comprend pas cette phrase à laquelle effectivement personne ne comprend grand-chose, à savoir il l'ouvrit, c'est le médecin, on ne trouve rien. Et enfin, me touche voilà, le fait que Sartre bute sur une aporie. Donc on n'entre pas dans la littérature comme dans un moulin, à la façon du corps d'un corps anatomisé. Et donc, voilà, quelque chose, justement, il y a de l'irréductible, il y a du résidu, alors même que Sartre s'en défend, qui fait qu'on peut relire 20 fois. Et on peut surtout passer toute une vie, alors même qu'on a proclamé que Sigil la littérature, à écrire sur Flaubert, puisque c'est un projet inachevable. Ça coince. Reprenons les vendredis de la philosophie sur ce thème de l'inspiration. Alors, je crois que depuis le début de l'émission, on est passé donc de cette inspiration transcendance des muses à cette idée que l'inspiration pourrait, en immanence ou avec un acte de transcendance interne, relever d'une sorte de processus sans médiation ou d'autocréation. Est-ce que d'ailleurs, il n'y a pas aussi peut-être une nouvelle mythologie de cette autocréation libre, de cette autonomie? On va peut-être en discuter. Il me semble qu'on pourrait prendre un auteur que vous travaillez toutes les deux, Marianne Massin et Nathalie Berberger, mais de manière très différente, puisqu'on sent que s'exprime entre vous aussi un différent, même si vous insistez l'une sur les différences ou l'autre sur les ressemblances. Mais encore une fois, je pense que les mêmes questions nous traversent. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous ai invité. À travers Rousseau. Et cette idée aussi que l'inspiration peut relever d'une promenade. Alors, Gambade, peut-être suis-je allé un petit peu vite, mais je voudrais lire en tout cas... pas forcément joyeuse toujours chez Rousseau. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, lisons peut-être ce passage où Rousseau donc rendre visite à Diderot en 1749, qui est enfermé donc à Vincennes pour avoir écrit des textes athées. Donc, il lit
une question qui est posée par l'Académie de Dijon, qui inspirera son discours sur les sciences et les arts. Et voilà le récit de cette... Alors, inspiration, on va en discuter. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de 1000 lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent, à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Alors, Marianne Massin, je vous laisse le commenter. Oui, donc là, on peut quand même suivre le texte même de Rousseau. Oui. Donc il parle, lui, d'une inspiration. Il en parle réellement comme d'une inspiration subite et d'un mouvement qui se fait en lui. Donc on retrouve la dimension du corporel, l'ivresse. Il parlera ensuite de ses larmes qui coulent, de sa palpitation, de l'oppression de sa respiration. Mais ce qui m'intéresse ici tout spécialement, c'est le fait que c'est des foules d'idées vives qui se présentent. C'est-à-dire cette dimension quasi pronominale et réflexive. C'est... Au fond, ici, la question n'est pas de savoir par qui il serait possédé. C'est plutôt le surgissement des idées qui se donnent en lui, dont il est en quelque sorte le théâtre, mais un théâtre qui va devenir il ne sera pas simplement un lieu, un réceptacle, il va en devenir le protagoniste actif, puisqu'ensuite il dit bien comment il va passer, ça va décider de sa vie, et ça va en tout cas le plonger dans un travail qui ne s'interrompra pas dans les années réflexive, est-ce que si vous l'entendez comme un promenade réflexif, c'est-à-dire que au sens grammatical, les idées se présentent d'elles-mêmes. Se présentent d'elles-mêmes, donc elles ont une autonomie. C'est la phénoménologie de l'inspiration telle que Rousseau l'a décrit. Pour autant, bien sûr, on peut s'interroger sur cette façon dont... Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'autocréation, le terme pourrait indiquer quelque chose qui serait sponté sua, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Que les idées se présentent ici, c'est simplement le fait qu'elles s'imposent à Rousseau dans cette évidence. Pour autant, ces idées-là ne sortent pas... Enfin, on voit bien comment, en particulier dans la lettre à M. de Malesherbes, où il raconte précisément cet élément-là, ça suit tout un temps de dégoût de lui-même, de dégoût du monde, de rapport à ses idées difficiles. Et au fond, c'est comme une autorisation qui se propose à lui-même à ce moment-là. Nathalie Barberger, vous, c'est plutôt le texte des Confessions que vous prenez. Et pour y voir une sorte de logorée, de jouissance du dire, on n'est quand même pas dans la monomanie triste, là. Si. Nullement, mais la monomanie peut être rieuse. Votre première partie, d'ailleurs, est sur le rire. Oui, c'est pour ça que Esquirol fabrique une nouvelle notion, la lipémanie, qui serait la monomanie triste. Mais on peut avoir des idées fixes riantes. D'accord. Alors, cette idée qu'il y a ici quand même de la... Je peux lire, je suis désolée de ne pas parler des Confessions, mais lire la suite du texte oui, bien sûr. À propos de cette illumination, puisque Rousseau écrit « Tout ce que j'ai pu retenir de ces foules de grandes vérités qui, dans un quart d'heure, m'illuminèrent sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les 3 principaux de mes écrits, à savoir ce premier discours, celui sur l'inégalité et le traité de l'éducation. » Alors il y a quand même ce bien faiblement épars, que le passage à l'écriture, moi je considère qu'il y a une sorte de paradis perdu là, de l'évidence de la pensée, ou de cette pensée qui vous tombe dessus et qui vous ravit, mais il dit bien que tout ça est perdu ou faiblement épars quand on passe à l'écriture, et la représentation de l'écriture chez Rousseau est quand même de l'ordre, il appelle ça, il dit qu'il a beaucoup de mal avec ce qu'il appelle la charlatanerie de transition, comment articuler, comment démontrer... Oui, Marianne Massin. Alors, oui, qu'il ait du mal, c'est absolument certain. Mais moi, je retiendrai quand même qu'il y a les 3 C'est pas pour fabriquer de la tristesse, mais ce n'est pas de la gambade joyeuse. Oui, non, mais là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Je ne pense pas que l'inspiration soit forcément toujours gaieté. Je pense qu'elle est plutôt dilatation spéculative, mais qu'elle entraîne des enjeux et que ces enjeux puissent avoir une certaine tension et voire même une certaine tension dramatique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement cette perte, excusez-moi, cette dispersion. Ça, je pense aussi, c'est peut-être la manière d'écrire de Rousseau, d'insister sur le faiblement épars. C'est comme quand il dit que cet instant décisif, il le dit à la fois et de façon tout à fait contradictoire, et le plus malheureux est ce qui va vraiment décider pour le bonheur de sa vie. Donc là, on voit bien comment il est ambivalent, mais moi je retiendrai surtout le fait qu'en découlent les 3 principaux écrits. C'est-à-dire que là, d'abord, en découle la prosopopée de Fabricius, qui est écrite immédiatement sous le chêne, dans la demi-heure qui suit, et puis surtout les 3 principaux écrits. C'est-à-dire que l'inspiration ne se dément pas, elle va soutenir son activité d'écrivain pendant 4-5 ans, et c'est plutôt, ce que j'entends ici, c'est plutôt la distance entre ce qu'il entrevoit, qu'il exauce au-dessus de lui-même, et la difficulté
d'arriver à répondre vraiment de ça. Et en effet, une espèce de tension interrogative et peut-être dramatique psychologiquement pour lui, d'être à la hauteur de ce qu'il voudrait servir. Et c'est ainsi que se comprendrait le faiblement. Mais enfin, je soulignerais quand même qu'en découlent les 3 principaux écrits. Bien sûr, oui. Oui, même avec des perditions. Tourne à la dette, quoi, l'injonction. Et voilà, il y a une injonction, c'est sûr, il y a une exigence, et du coup, il y a l'angoisse de ne pas être à la hauteur de l'exigence. Alors, à travers cette illumination des idées qui se présentent, voilà, donc on n'est pas dans l'autocréation, mais malgré tout, n'y a-t-il pas un auto-engendrement ici, soit de la pensée, soit de l'écriture, ça il faut en le voir, mais est-ce que, en revenant à l'idée de possession ou de dépossession de laquelle on est parti au début de l'émission à cause d'une puissance transcendante, là, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout, indépendamment de cette transcendance, l'idée que penser échappe à celui qui pense et que justement l'inspiration pourrait permettre d'approcher ce qui échappe à l'auteur même de la pensée. Je voudrais lire cette fois-ci un autre passage et aborder un autre auteur aussi pour qui... Alors, l'inspiration peut être un enjeu de débat, c'est Nietzsche. Hein. On connaît bien sûr un certain nombre de ses inspirations, de ses extases ou illuminations qui ont précédé ses livres, mais c'est un passage effectivement de Par-delà le bien et le mal, où il évoque justement ce fait que penser ne relève pas d'un jeu. Hein. Je lis le passage où il se défi du logicien. En ce qui concerne la superstition du logicien, je ne me lasserai pas de souligner un petit fait bref que ces superstitieux répugnent à avouer, à savoir qu'une pensée vient quand elle veut et non quand je veux. C'est donc falsifier les faits que de dire le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Alors, on voit bien ici l'attaque à Descartes. Quelque chose pense, mais que ce quelque chose soit précisément l'antique et fameux « je », ce n'est à tout le moins qu'une supposition, une allégation. Ce n'est surtout pas une certitude immédiate. Alors, est-ce que donc, cette idée d'inspiration que vous traitez, Marianne Massin, ne permet pas justement d'approcher ce rapport très ambivalent du penseur à sa propre pensée? Oui, c'est pour ça que je me permettais de citer ce texte de Nietzsche, parce qu'il me semble qu'en effet, c'est la question que pose aussi l'inspiration et sur laquelle le philosophe a évidemment au premier chef à réfléchir, plutôt que de s'en détourner et de s'en débarrasser comme quelque chose un peu douteux ou comme un résidu antérieur d'époque quasi préhistorique de l'histoire de la pensée. Parce que la question de l'inspiration, si c'est vraiment l'advenue de quelque chose en nous qui surgit, qui jaillit, même s'il y a une incantation sourde, ce que montre aussi très bien Nietzsche, s'il y a une gestation souterraine de ces mêmes idées, il y a un moment où elle se présente, et elle se présente, comme on disait, dans cette forme pronominale et réflexive, et elles obligent à poser la question de la maîtrise et la question du sujet. Ouais. Qui est sujet de ces pensées? Qu'est-ce qui pense en nous? Et qu'est-ce que le processus de pensée à partir du moment où on va jusqu'au bout de l'interrogation sur cette maîtrise et sur cette origine? Alors, Nathalie Berger, là, on est très proche et en même temps peut-être très loin de ce que vous traitez comme un babil qui s'auto-engendre, parce que vos monomaniaques, on peut se demander effectivement s'ils sont maîtres de leur propre parole, dans leur ratage continuel. Bon, est-ce qu'effectivement c'est une parole, un bavardage, un babil qui s'alimente tout seul et à ce moment-là qui échappe à celui qui le profère ou pas? Est-ce que ça relève d'un processus semblable? Il me semble que... Enfin bon, je ne vais pas répondre à votre place, mais il me semble que oui et non, parce que là, on est bien dans l'idée quand même d'une pensée traversante, alors que le processus que vous mettez en lumière ne relève pas simplement d'une pensée, mais d'un ressort d'énergie interne qui tient aussi bien à l'écriture qu'à une volonté obscure. Oui. De saisir une chose qu'on ne peut de toute façon pas saisir. On peut reparler de Rousseau, puisque je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, donc je vais y répondre maintenant. Le Rousseau dont je parle, moi, dans mon livre, c'est celui du ruban velé, hein, et donc de cette chose honteuse qu'il a décidé à écrire ses confessions, et m'intéresse le fait que cette confession faite... donc Rousseau pourrait cesser d'écrire et... Vous pouvez le rappeler quand même. Et s'innocenter, oui. Comment? L'histoire du ruban violet. Eh bien, il vole un ruban alors qu'il se trouve chez Madame de Vercelis qui vient de mourir. Donc il y a une sorte de désordre qui se fait dans la maison, et puis un vol contre une morte, ça a évidemment un sens. Et il va accuser Marion d'avoir
d'avoir dérobé ce ruban, ce petit ruban couleur argent, alors que c'est lui-même qui l'a volé, et nous dit-il, parce qu'il avait envie de lui donner ce ruban. Et il dit que... Mais en même temps, il y a l'idée, enfin, il y a une superposition de tentatives d'innocentement, et il y a aussi, tout simplement, ce prénom-là a surgi comme un pur signifiant, et qui a eu en même temps de terribles, terribles conséquences. Et donc, nous dit Rousseau, cet aveu qu'il n'a même pas fait à Madame de Warens, sa maman donc, l'a décidé à écrire ses confessions. Donc, si j'y ma faute que je raconte une bonne fois pour toutes. Or, il va réécrire à nouveau cette petite histoire du ruban volé dans les rêveries, et l'écriture, me semble-t-il, enfin oui, sécrète beaucoup plus de culpabilité qu'elle ne sécrète d'innocence. Et alors, ce que je me suis posé, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais ce n'est pas tant que l'écriture soit intransitive, et Rousseau n'est pas babillard, Nietzsche non plus, et Proust, loin de ça. Mais c'est pas tant donc parler pour ne rien dire, c'est bien sûr pas ça la question, mais c'est que on s'engage dans l'écriture, comme le dit Rousseau là, avec quelque chose à dire, pour soulager une faute, parce qu'il y a quelque chose à dire qui n'a jamais été dit, et en même temps, le disant, ça ne suffit jamais. Voilà, ça ne suffit jamais, on continue à verser, on continue à... Alors, il me semble que, finalement, le plus important peut-être dans cette notion d'inspiration, c'est qu'elle fait jouer le corps dans la pensée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de corporalité de la pensée qui fait intervenir, l'énergie, les rythmes. On peut se demander si effectivement, on fait droit à cette notion, si on peut la réactualiser, la tenir encore aujourd'hui, malgré tout ce passé. Si effectivement, comme vous, Marianne Massin, on peut dire que l'inspiration a un nouveau sens, qu'on peut le convertir son ancien sens. La philosophie consiste à réveiller du moins les virtualités de l'ancien sens. Là aussi une métaphore qu'il faudrait aussi commenter, réveiller. Mais donc voilà, est-ce que c'est pas ça l'enjeu, c'est que la philosophie consiste, alors vous avez cité Deleuze tout à l'heure, Nathalie Barberger, à insuffler de la vie à des idées inertes, mais l'inspiration nous rappelle justement cette part du corps dans le travail de la pensée. Est-ce que c'est pas ça finalement le plus important dans cette notion d'inspiration? Le plus important, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à aborder dans votre livre, Marianne Massin. Mais pour moi, je veux dire, j'ai l'impression que, par rapport à votre travail, il me semble que quelque chose qui pointe dans la philosophie, dans votre travail, c'est ça, c'est le souffle. Certainement. Bien sûr, le souffle, c'est étymologique, mais voilà, le travail du corps, de ces rythmes. Le travail du rythme du corps et du rythme de la pensée, dans la mesure où la pensée est en effet dans un corps. Voilà, où elle n'est pas domestiquée. Parce que Nathalie Barberger aussi, vous dites, à propos de vos auteurs, je vous cite, qu'ils inventent de terribles métaphysiciens qui veulent toujours ajouter quelque chose, aller au-delà, et qui témoignent contre le calme travail de l'entendement, contre la pacification des affects. Ça, je trouve ça très, très important, qui serait le propre du penseur, qui témoigne de l'appel d'une vérité excédente, alors vous ne dites pas transcendante, d'accord, mais excédente, en même temps que du déficit de toute signification possible. Ça ne leur suffit jamais. Donc, il y a ici l'insistance de manière très différente dans vos livres, mais sur ce qui excède, ce qui justement fait qu'il y a de l'affect qui n'est pas pacifié et qui n'est pas quelque chose d'un surplus ou d'un malgré tout de la pensée, mais au contraire, ce dans quoi on s'ancre pour penser. Et c'est là où je crois que vous pointez différemment quelque chose d'essentiel sur le rythme de la pensée. Et ce qui est aussi notre réponse sur le rapport à la transcendance, c'est-à-dire qu'en effet, on est ancré désormais, si on va jusqu'au bout de l'idée que le sujet est traversé d'altérité, que le penseur n'est pas en effet, c'est pas je qui pense, en tout cas c'est pas un je intellect pur, c'est aussi une façon de s'ancrer dans le corps, de s'ancrer dans cette immanence du corps, et forcément dans la temporalité du corps. Ce qui est autre chose, je pense, qui est aussi une question qui nous rassemble toutes les deux, même si on n'a pas forcément les mêmes réponses, c'est ce souci et cette attention à la temporalité de l'écriture et à ce que met en jeu l'écriture dans ses effets de temporalité. On n'a pas du tout le même modèle. Oui, bien sûr, mais on a la même question. Le modèle de la marche, effectivement, de penser en marchant. Modèle nietzschéen. Voilà, modèle nietzschéen et rousseauiste. Et de Montaigne aussi, d'aller à cheval, on va revenir au Descartes aussi. Travailler, en tout cas, là moi, aussi, c'est une façon de mettre le corps. Je soutiens une non-marche, ça ne marche pas, et qui est cette figure, sur place, ou la figure de la titubation qu'on trouve chez Proust, puisque au moment de la révélation finale,
finale, il titube sur les fameux pavés inégaux, et tout ça est une difficile recherche d'équilibre, et c'est ce modèle de la titubation que j'ai retrouvé chez Beckett. Oui. Alors, moi, je serais plutôt du côté du ça ne marche pas. Oui. Mais pour autant, c'est pas la paralysie. Hein, c'est pas du tout. Non. Ça ne marche pas. Et quelque chose se produit dans ce qui pourrait sembler. Oui, et d'ailleurs, on a beaucoup dit des créatures de Beckett qu'elles étaient paralysées, immobilisées, mais pas du tout. Oui, pas du tout. Oui. Ça pense et ça marche dans tous les sens. On n'a plus vraiment le temps, et malgré tout, je suis tenté de poser une grande question à partir de ce que vous avez dit, Marianne Massin, sur la temporalité. Et vous avez dit temporalité de l'écriture, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un gros problème de la pensée, de l'articulation justement entre le tempo de la pensée et le tempo de l'écriture? C'est quand même ça un gros problème, parce que là on est en train de confondre les deux, on passe de l'un à l'autre alors que c'est pas du tout la même chose. Et justement un des gros problèmes des penseurs, c'est d'arriver peut-être un fantasme, ou quand ils ne veulent pas admettre qu'il y a une temporalité d'écriture, c'est de rendre l'écriture de la pensée synchrone à la pensée elle-même. C'est-à-dire comme si il fallait éviter la médiation et éviter le petit temps qui fait que, effectivement, quand on écrit, on est dans une temporalité différente. Et il me semble qu'il y a une phrase de Rousseau qui l'indique quand il dit je n'ai jamais rien pu faire la plume à la main vis-à-vis d'une table et de mon papier. C'est à la promenade au milieu des rochers et des bois. C'est la nuit dans mon lit et durant mes insomnies que j'écris dans mon cerveau. Écrire dans son cerveau. Voilà une phrase là d'un coup de philosophe et qui souligne ce problème. Alors qu'est-ce que c'est que l'inspiration pour vous, Marianne Massin, mais quand il s'agit justement de régler ce qui est impossible à régler au bout du compte, c'est cette dissociation entre deux temporalités distinctes. Oui, mais c'est pour ça, je pense ce qu'il y a d'intéressant dans le processus de l'inspiration, c'est que justement, il faut rompre avec l'idée du fait que ça soit simplement une illumination subite. Et c'est en ce sens qu'on est vraiment dans des problèmes de temporalité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une temporalité de la pensée qui engendre une autre temporalité dans une quête, qui est la temporalité de l'écriture. Et de l'une à l'autre, il peut y avoir, bien sûr, écart, et à nouveau, prise, reprise, déprise, surprise. Oui. Pour vous, Nathalie Berger, ça fait sens de poser cette question, ou bien il n'y a que la temporalité de l'écriture ? Ah non, ça fait sens, tout à fait. C'est pas parce que je suis une littéraire que je ne m'intéresse pas à écrire dans mon cerveau. Cette question de la temporalité, moi, elle me fait penser à Proust, puisque dans mon livre, je parle justement de la temporalité de la jalousie et de la pensée jalouse. Alors, la jalousie chez Proust, plus qu'une catégorie psychologique, me paraît justement une étonnante aventure de la pensée. Et j'ai commenté ces temporalités inquiètes lorsque le narrateur parle avec Albertine, et on est à la fois dans mon cerveau se passe un certain nombre de choses, je réagis à ce que me dit Albertine, et puis dans la parole, je suis toujours à contre-temps. Donc il y a ces temporalités, ces contre-temps, contre-coup, après-coup, qui font qu'effectivement il y a une impossible adéquation entre... C'est la question du contre-temps qui est essentielle, je crois. Juste comme ça, est-ce qu'on peut parler d'écriture inspirée, parce que là, on a parlé de pensée inspirée, donc justement, sur ce décalage, est-ce qu'on peut repérer des écritures inspirées au bon sens du terme? Alors, moi, ça m'a tout à fait intéressée dans ce travail, de remarquer qu'en effet, les philosophes qui admettaient l'inspiration, qui d'une certaine façon faisaient une place et accueillaient même ce processus d'inspiration, avaient un autre type d'écriture. Je m'appuie sur Montaigne, sur Diderot, sur Rousseau, sur Pascal, sur Nietzsche, et il me semble que c'est pas tout à fait les écritures de Kant et de Hegel, et que ça pose aussi une question beaucoup plus forte à la philosophie elle-même et à sa définition, non pas seulement en termes de vérité et de maîtrise conceptuelle dans des systèmes, mais aussi de quête et de sens, de spiritualité, de recherche du sens et de recherche d'une construction du sens, qui peut être indéfinie. Peut-être là aussi, il y a une ouverture et il n'y a pas forcément un terme. Je pensais par rapport à ce que vous dites de Musil et du mur de la vérité. Nathalie Berger, très vite, parce que un peu quelques secondes, mais est-ce que écriture inspirée, pour vous, c'est vraiment aussi un terme périmé ou dangereux, ou bien est-ce que ça signifie quelque chose sur cette idée que on peut quand même penser de l'affect comme ça qui traverse. Bien sûr, on peut penser, à travers l'écriture, de la temporalité de l'écriture, et justement de l'affect aussi où la pensée surgit. Et si l'idée est inoubliable, c'est qu'elle est passée par le corps, les affects, et est-ce que
voire terminer par Deleuze, que Deleuze appelle l'intensif dans la pensée. Merci. Je renvoie les auditeurs à vos livres, donc ce dont on a parlé ce matin. Nathalie Barberger, donc Penser pour rien, littérature et monomanie au Septentrion. Donc, je renvoie aussi à un de vos précédents livres, Le réel de Traviol, toujours chez Septentrion en 2002. Marianne Massin, La pensée vive, essai sur l'inspiration philosophique chez Armand Collin. Et vous aviez écrit Les figures du ravissement chez Grasset en 2001. Je voudrais aussi citer un livre qui vient de paraître, qui aurait pu aussi consonner avec ce que nous avons dit, celui d'Evelyne Grossman, L'angoisse de penser, qui vient de paraître chez Minuit. Voilà, c'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Noudelman, avec la collaboration de Marianne Chasseur, à la technique Pascal Dupont, à la réalisation Clotilde Pivin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission sur Nicolas Decuzes.